Maman, je suis rentré au Cameroun. Tout cet argent, c'est pour toi. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci, ma fille. Merci, mon Dieu. Je m'appelle Juliette Mbala. Mon histoire commence dans les ruelles rouges et poussiéreuses de Bonabéry, ce quartier vivant de Douala où la vie se gagne à la sueur de son front, jour après jour, sans répit. J'avais 22 ans ce matin de mars 2019 où tout a changé. Mais avant de vous raconter ce tournant, laissez-moi vous ramener à mes racines, là où tout a vraiment commencé. Notre maison était une petite construction en parpaing nu, coiffée d'un toit en tôle ondulée qui résonnait comme une caisse de tambour sous les pluies torrentielles. 3 pièces seulement pour abriter nos vies, une chambre pour mes parents, une pour moi, et un salon-cuisine où nous mangions, parlions, rêvions ensemble. Le sol en ciment brut gardait la fraîcheur jusqu'à midi, puis il chauffait comme une plaque sous le soleil implacable de l'après-midi. Maman Thérèse se levait chaque jour à 4 heures du matin. Je revois encore sa silhouette courbée dans la pénombre, éclairée seulement par la lueur vacillante d'une lampe tempête, ses mains plongées dans un grand bol en aluminium cabossé, pétrissant la pâte des beignets et des haricots qu'elle irait vendre au marché de Bonabéry. Ma fille, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, me répétait-elle avec ce sourire doux qui ne quittait jamais son visage, même quand ses mains étaient devenues rugueuses et marquées par l'huile brûlante. Papa André, lui, passait ses journées dans un conteneur rouillé au bord de la grande route, à vendre des pièces détachées de voitures. Depuis son accident de moto 5 ans plus tôt, sa jambe gauche le faisait souffrir en silence, surtout quand la saison des pluies arrivait. Je le voyais serrer les dents quand il marchait, mais jamais il ne se plaignait. Un homme doit rester debout pour sa famille, disait-il avec cette fierté calme et têtue qui le définissait si bien. Nous vivions avec moins de 100 000 francs CFA par mois pour 3 personnes. Certains soirs, le repas se réduisait à un morceau de pain rassis trempé dans du thé trop sucré. Pourtant, mes parents avaient pris une décision inébranlable, j'irai à l'école, quoi qu'il en coûte. L'éducation, c'est la seule richesse qu'on ne pourra jamais te voler, me disait maman en posant sa main calleuse sur ma joue. Ils se privaient de tout nouveaux vêtements, viande, même médicaments parfois, pour payer mes frais de scolarité, mes cahiers, mes uniformes. Je travaillais sous la lumière tremblante d'une bougie lors des coupures d'électricité, qui étaient presque quotidiennes. Mes camarades plus fortunés se moquaient parfois de mes chaussures trouées ou de mes robes reprisées, mais je serrais les dents et je travaillais plus dur. J'étais première de classe depuis le primaire, et cette excellence était mon bouclier, ma seule arme contre la misère qui nous entourait. Puis vint ce matin de mars, lumineux et chargé d'espoir. Je rentrais de l'université après avoir validé ma licence en économie quand Madame Cam, notre voisine, m'interpella depuis sa cour, « Juliette. Un homme est venu du Campus France avec une enveloppe pour toi. » Mon cœur s'est emballé si fort que j'ai cru qu'il allait jaillir de ma poitrine. Dans l'enveloppe, ma lettre d'admission et une bourse complète pour un master en commerce international à Lyon. Frais de scolarité, logement, allocation mensuelle, tout était pris en charge. Je suis tombé à genoux dans notre petit salon, les larmes ruisselant sur mes joues. Maman a poussé un cri de joie si aigu que tout le quartier a accouru. En quelques heures, la maison s'est transformée en lieu de fête. Les voisins défilaient, les tantes, les oncles, les cousins. Tante Solange est arrivée avec son fils Rodrigue, le sourire éclatant, « Ah, notre fille va enfin nous sortir de là. La France, c'est le pays où l'argent coule à flot. » Oncle Mathias a apporté une bouteille de vin de palme, « N'oublie pas que c'est moi qui ai payé tes frais en 3e A. » Le soir, papa a organisé une petite cérémonie. Madame Cam a prié selon la tradition, invoquant les ancêtres pour me protéger. Maman a versé de l'eau sur le sol en signe de bénédiction. Dans leurs yeux brillait une certitude absolue, mon départ signifiait la fin immédiate de nos galères. En Europe, même les balayeurs sont riches, lançait un voisin. Tu vas nous envoyer des containers entiers de marchandises, ajoutait un autre. Je souriais, pleine d'espoir et d'innocence, sans imaginer que ces rêves dorés allaient bientôt devenir un poids écrasant. 3 mois plus tard, en septembre 2019, l'avion atterrissait à Charles de Gaulle sous un ciel gris et froid. Dès la sortie des portes automatiques, un vent glacial m'a transpercé jusqu'aux os. On m'avait prévenu que l'Europe était froide, mais personne ne m'avait dit que ce froid pouvait s'infiltrer dans l'âme même. Je serrais mon petit gilet autour de moi, me sentant minuscule dans cet aéroport immense où les gens marchaient vite, sans un regard, sans un sourire. Le trajet vers Lyon en train m'a paru irréel, autoroute parfaite, voitures brillantes, immeubles impeccables. Tout était si ordonné, si différent des routes défoncées et des quartiers anarchiques de Douala. Dans ma tête résonnaient encore les paroles de tante Solange, « Là-bas, l'argent pousse sur les arbres. Envoie-nous vite quelque chose. » Ma chambre étudiante de 9 mètres carrés m'a coupé le souffle, mais pas dans le bon sens. Un lit étroit, un bureau minuscule, une armoire qui débordait déjà, et des toilettes communes au bout du couloir. Comparé à notre maison modeste de Bonabéry, cette boîte me semblait étouffante. Ce premier soir, assis sur le bord du lit, j'ai pleuré en silence.
La solitude m'a enveloppé comme une couverture trop lourde. Les cours ont commencé quelques semaines plus tard. Le rythme était impitoyable. Les professeurs parlaient vite, employaient des termes techniques que je peinais à saisir malgré mon français correct. Mes camarades français semblaient tout comprendre immédiatement, tapant sur leurs ordinateurs dernier cri tandis que je griffonnais frénétiquement dans un vieux cahier. Je passais mes nuits à relire, à traduire, à rattraper ce qui m'avait échappé. Ma bourse de 800 € par mois semblait énorme convertie en francs CFA, mais ici elle fondait comme neige au soleil. Le loyer prenait 300 €. Restait 500 € pour tout le reste, nourriture, transport, livres. J'achetais les pâtes les moins chères, le pain de la veille en promotion, les légumes un peu flétris au marché. Je comptais chaque centime comme on compte les grains de riz. 3 semaines après mon arrivée, le téléphone a sonné. C'était maman. Ma fille, comment vas-tu? Tout le monde ici parle de toi. Ton père a besoin de 200 000 francs pour réparer le toit avant les pluies. Tu peux envoyer ça cette semaine? Mon cœur s'est serré. 200 000 francs CFA, c'était environ 300 €, plus de la moitié de mon budget mensuel restant. J'ai tenté d'expliquer, maman, ici tout est très cher. Je dois économiser pour mes livres, ma nourriture. Elle a paru surprise. Mais ma fille, tu es en France. Tout le monde sait que là-bas les étudiants sont riches. Le neveu de Madame Cam à Paris gagne 3 000 € par mois. J'ai rassemblé mon courage, lui, il travaille déjà. Moi, je suis encore étudiante. Ma bourse suffit à peine. Un silence lourd, puis, d'accord, ma fille. Débrouille-toi. Ton père comprendra. Mais je sentais la déception dans sa voix. Quelques jours plus tard, tante Solange, Juliette, j'ai besoin de 300 000 francs pour relancer mon commerce de pagne. Tu es la seule qui peut m'aider maintenant. Puis oncle Mathias, envoie-moi 500 000 francs pour un nouveau taxi. Je te rembourserai, promis. Même cousin Rodrigue, cousine, parraine-moi pour venir en France. Ici il n'y a rien pour nous. Toi au moins, tu as réussi. Chaque appel, chaque message WhatsApp ajoutait une pierre à l'édifice de pression qui pesait sur mes épaules. J'ai fini par trouver un petit boulot de caissière le week-end dans un supermarché, 10 € de l'heure, debout de 8 h à 18 h, à scanner des articles, à sourire mécaniquement, à rentrer avec les jambes en feu. Avec cet argent, j'ai pu envoyer 150 € à mes parents. Quand ils ont reçu le virement, maman m'a rappelé, la voix triste, c'est tout? Que Dieu te bénisse quand même. Au quartier, la rumeur courait déjà, Juliette est devenue égoïste depuis qu'elle est en France. Elle oublie sa famille. Je pleurais souvent la nuit, épuisée, incomprise, portant seul le poids de rêves que je n'avais pas créés. Les mois ont passé, et les demandes se sont multipliées comme des termites dans une vieille poutre. Un matin de décembre, alors que je révisais pour mes examens, tante Solange m'a appelé en vidéo. Derrière elle, je voyais tout un rassemblement dans notre salon, oncle Mathias, cousin Rodrigue, des voisins, même des gens que je connaissais à peine. Juliette, nous avons tenu une réunion de famille. Tout le monde est là, a-t-elle annoncé solennellement. Oncle Mathias a pris la parole, le visage sévère, nous sommes fiers de toi, mais tu dois assumer tes responsabilités. Tu es la première à être allée en Europe. Tu dois nous tirer tous vers le haut. C'est notre tradition africaine, quand l'un réussit, il aide les autres. Il a rappelé les 75 000 francs qu'il avait payés pour mes frais en troisième, puis demandé 800 000 francs pour un taxi neuf. Tante Solange a enchaîné avec 500 000 francs pour importer des pagnes de Chine. Rodrigue voulait une invitation pour venir en France. Papa restait en retrait, le visage fermé. Maman détournait le regard. Je sentais leur malaise, mais ils ne disaient rien. J'ai essayé d'expliquer, je comprends vos difficultés, mais vous ne comprenez pas les miennes. Ma bourse de 800 € doit couvrir loyer, nourriture, livres, transport. Tante Solange s'est exclamée, 800 €. Ça fait presque 600 000 francs CFA, et tu dis que tu ne peux rien envoyer? Ne nous prends pas pour des idiots. Oncle Mathias a renchéri, arrête avec tes mensonges. Le fils de Madame Cam en Belgique envoie 300 000 francs chaque mois à sa mère. Des murmures ont monté dans le salon, elle est devenue orgueilleuse. L'Europe l'a changée. Elle a oublié d'où elle vient. Tante Solange a conclu d'un ton lourd, quand on devient riche, il ne faut pas oublier sa famille. Les ancêtres ne pardonnent pas l'ingratitude. Tu verras. Ces mots m'ont glacé. Dans notre culture, une malédiction familiale pèse lourd. J'ai raccroché et je me suis effondré, pleurant toutes les larmes de mon corps. Comment leur faire comprendre que je me levais à 5 heures pour étudier, que je travaillais debout tout le week-end, que je mangeais des pâtes 4 jours sur 7 pour économiser. Ce soir-là, Nadj, ma seule amie fidèle restée au Cameroun, m'a écrit, Juliette, ne les écoute pas. Je sais que tu souffres. Continue ton combat. Un jour, ils comprendront. Ces mots m'ont donné la force de tenir. J'ai pris une décision douloureuse, limiter les appels. Je ne répondais plus qu'à mes parents,
une fois par semaine, le dimanche soir. Les autres messages s'accumulaient, certains pleins de reproches, d'autres carrément insultants. Ces mots me hantaient pendant les cours, au travail, pendant mes nuits blanches. Pourtant, quelque chose en moi refusait d'abandonner. Je repensais au sacrifice de mes parents, maman pétrissant sa pâte dans le noir à 4 heures, papa boitant sous le soleil pour vendre ses pièces. C'était pour eux que je devais tenir, pas pour ceux qui me jugeaient sans comprendre. Ma première année de master s'est terminée avec une mention bien. J'étais fier, mais épuisé. L'été, au lieu de rentrer comme tout le monde me le demandait, j'ai travaillé à temps plein dans une entreprise de logistique 40 heures par semaine à 10,50 € de l'heure. J'économisais chaque centime, dormant dans ma chambre étouffante, mangeant des sandwichs bon marché. En septembre, j'ai envoyé 400 € à mes parents. Maman a pleuré de joie au téléphone, « Ma fille, que Dieu te bénisse. Ton père va enfin pouvoir réparer son conteneur. » Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je respirais. La deuxième année a été différente. J'avais trouvé mon rythme. J'excellais en commerce international et en négociation. Tu ne vendras plus dans un conteneur. Tu vas enfin réparer les voitures comme tu en as toujours rêvé. Papa tremblait, muet d'émotion. Pour maman, les clés d'une boutique au marché central, déjà remplie de marchandises, pagnes, tissus, vêtements. Tu ne vendras plus de beignets dans la poussière. Tu es commerçante maintenant. Maman s'est effondrée à genoux, pleurant et priant en même temps. Puis je me suis tourné vers la foule silencieuse. J'ai une histoire à vous raconter. Quand je suis parti, vous pensiez tous que je deviendrais riche en un clin d'œil. Vous m'avez demandé de l'argent dès le premier mois, m'accusant d'égoïsme quand je ne pouvais pas. Vous ne saviez pas que je mangeais des pâtes tous les jours, que je travaillais debout 10 heures le week-end, que je pleurais la nuit de solitude et d'épuisement. Le voyage n'ouvre pas automatiquement les portes de la richesse. Il offre une chance. J'ai passé 5 ans à étudier, à travailler, à économiser chaque centime. 5 ans à tenir bon malgré vos jugements, vos reproches, vos menaces. Aujourd'hui, je suis chef de projet dans une grande entreprise, mais cette réussite, je l'ai construite avec mes larmes, mon effort et ma détermination. Le silence était total. Tante Solange baissait les yeux. Oncle Mathias remuait, mal à l'aise. Rodrigue me regardait avec un respect nouveau. Madame Cam s'est avancée, posant sa main sur mon épaule, « Ma fille dit la vérité. Nous avons été injustes. Nous avons cru au miracle au lieu de voir le sacrifice. » J'ai souri à travers mes larmes. Je ne vous en veux pas. Mais j'espère que mon histoire servira de leçon à tous ceux qui rêvent de partir. Le voyage ouvre des portes, mais seul le travail acharné les franchit. Ce soir-là, tout le quartier a célébré non pas mon argent, mais ma persévérance. Et dans les bras de mes parents enfin sereins et heureux, j'ai compris que j'étais vraiment rentré à la maison.